Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Simon. Vous êtes bien à la conférence pour un Noël zéro déchet. Et en fait, je vais déjà vous donner quelques éléments sur le déroulé et sur comment va se passer cette conférence. Déjà, on va compter sur votre participation. On a essayé de vraiment intégrer l'aspect participation dans cette conférence. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'outil, vous avez une petite icône marquée Q et R, qui veut dire questions et réponses. Vous allez pouvoir poser au cours de la conférence les questions que vous souhaitez. Ça peut être sur un élément d'argumentation, sur des documents ou autre. Et des modérateurs tenteront d'y répondre quand ils le pourront. Ça me permet de présenter l'équipe avec qui je suis aujourd'hui. Il y en a que vous allez voir, d'autres qui sont un peu en backup, donc que vous ne verrez pas. Euh, on a Marie, on a Elodie, que vous verrez, et on a également nos modérateurs, euh, m- à savoir Joanie, une autre Marie et Emeline, qui interviendra également à un moment. Cette conférence, elle est prévue pour durer à peu près 1 heure et demie. On va essayer de tenir les délais pour pas que ce soit trop long et que ce soit vraiment vivant. On va évidemment parler décoration, on va parler repas de famille, on va vous donner des tuyaux également hein, pour que la fête se passe bien et que on sait que c'est des moments où on a parfois des modes de vie qui se confrontent, on se revoit, on se challenge, etc. Et parfois ça peut tourner un peu au vinaigre. Donc le but c'est vraiment que vous ayez tous les éléments pour que vos repas de fête se passent bien et si possible dans un cadre zéro déchet, dans un cadre apaisé. Donc je vais commencer une première chose avant ça quand même, c'est de vous présenter l'association pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc c'est une association qui a été créée en avril 2016. Il faut savoir, c'est qu'on appartient en fait on est un groupe local d'une très grosse ONG qui s'appelle Zero Waste France et qui est la principale ONG par rapport à la réduction des déchets. Donc nous, on les représente, on est vraiment un groupe local de cette entité. Vous dire, c'est que nous, notre but dans l'association, c'est à la fois évidemment d'accompagner sur l'aspect individuel. Donc, on propose des ateliers, on propose des trucs et astuces individuels, mais c'est aussi la notion de collectif. C'est comment on va réussir globalement dans la société à devenir à aller tous vers la réduction des déchets. Donc, il y a vraiment, c'est un aspect très important pour nous. On n'est pas du tout une association qui nous contentons de faire des ateliers, même si c'est très bien. Et notre but, c'est que le zéro déchet puisse émerger partout, c'est-à-dire dans les entreprises, dans les commerces, dans l'industrie, dans la société en général. On a vraiment un but de démocratisation de la réduction des déchets et pas uniquement rester dans une sphère confortable. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a de nombreux projets hein, qui touchent un grand nombre de populations. Et d'ailleurs, notre grand axe 2021 sera sur le sport, parce qu'on trouve que c'est un vecteur vraiment très universel. Ensuite, c'est vrai qu'on pense souvent aux déchets et ce qu'on produit dans notre poubelle, mais il ne faudrait pas oublier, c'est que les déchets, c'est un problème environnemental majeur, c'est un problème de santé publique également, c'est un problème pour la biodiversité. Et du coup, par rapport à ça, je vais tout de suite donner la parole à Elodie, qui va pouvoir nous parler un peu de tout ça. Merci Simon et bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, comme Simon vient tout juste de vous l'expliquer à l'instant, pour réduire nos déchets, le problème doit être vraiment pris à la source, donc à la fois par les politiques et les industriels. Donc là, il est vraiment essentiel de revoir nos modes de production, l'utilisation des matières premières, les circuits de distribution, etc. Mais à côté de ça, effectivement, ça doit venir aussi de votre action individuelle et par des actions très simples, il est tout à fait, possible de réduire la quantité des déchets générés. Parce qu'effectivement, là, vraiment sur cette conférence-là, qui dit Noël, dit vraiment indigestion, de toutes nos poubelles puisque vous le savez toutes et tous, entre les papiers cadeaux, les blisters de saumon, les emballages de jouets, les décorations, un lutin plastoc avec la petite scie à la main, les piles, et cetera. Bref, nos poubelles, elles dégustent et parlons même pas de la planète, hein. Bon alors Elodie, t'as pas quelques chiffres pour bien nous plomber le moral? Si, effectivement, j'ai quelques chiffres un peu plombants.
Car entre les cadeaux, les trajets, la décoration et les repas de fête, hein, les émissions, de gaz à effet de serre augmentent en moyenne de 650 kilogrammes de CO2 par personne à cette période, hein. Donc c'est soit l'équivalent quand même de 4 000 kilomètres de voiture. Et n'oublions surtout pas, tous les déchets dits invisibles, ou alors nous on l'appelle le sac à dos écologique, des biens de consommation qui sont achetés et offerts à cette période. Par exemple, je vous l'ai mis sur le petit PowerPoint, une simple tablette offerte, c'est pas le déchet en lui-même, c'est toute la production qui aura été générée en amont, c'est ce qu'on appelle vraiment le sac à dos écologique. Et rien que pour une tablette, sa production aura généré 168 kilos de CO2. Donc c'est vraiment le calcul dans lequel sont pris en compte des centaines de kilos de déchets miniers liés à l'extraction des minerais rares. Et là-dessus, d'ailleurs, je vous invite très fortement, il y a une vidéo de Greenpeace qui s'appelle Spoon Story, qu'on vous enverra à la fin de la conférence, on vous enverra un certain nombre de documents, etc., dont le lien vers cette vidéo-là, où vraiment on voit l'histoire d'une petite cuillère en plastique du moment où on extrait les minéraux pour la fabriquer jusqu'au moment où la personne la met à la poubelle. Donc c'est assez intéressant sur le concept vraiment de sac à dos écologique. De plus, en termes de chiffres un peu plombants, il faut savoir quand même que lors de la période de Noël, c'est quand même 20% de plus de déchets collectés en moyenne. Bon, tout ça rassemblé nous couperait un peu l'envie de faire la fête, mais non, non, on panique pas, on a les solutions. Ah ouais, et quelle solution au juste? C'est si facile de faire un Noël zéro déchet? Franchement, Noël, c'est quand même la période la plus idéale pour réduire sa consommation et ses déchets, hein, de façon significative. Alors, on vous lance le défi et c'est notamment grâce au concept des 5 R, hein, vous avez dû toutes et tous sûrement en entendre parler. Ça a été élaboré par Bea Johnson, que vous, du coup, atteindrez beaucoup plus facilement cet objectif grâce à ça. Bah vas-y, balance, c'est quoi ces 5 R? Tout doux, j'arrive. Donc pour ça, il faut effectivement appliquer 5 règles de base qui sont, alors là, je vous les fais très rapidement hein, pour que vous compreniez un petit peu le concept, parce qu'on en revient un peu plus en détail au niveau des alternatives plus tard dans la conférence. Mais la première règle qu'on doit effectivement appliquer, hein, c'est de refuser. Donc refuser tout ce dont on n'a pas besoin. Les catalogues de Noël sont le parfait exemple pour ça. Ils sont super bien faits. Allez, hop, 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 hein, on nous pousse à la consommation. On nous crée carrément des besoins et des envies via rien que ces catalogues-là. Il y a même une liste de cadeaux, vous avez sûrement peut-être dû les voir, hein, des listes de cadeaux pré-imprimées qu'on n'a plus qu'à compléter avec 10 jouets par enfant. Non mais 10 jouets, vous vous rendez compte, c'est énorme. Et de toute façon, une bonne partie de ces jouets finira bien évidemment par prendre la poussière au fond du placard ou alors sur le bon coin. Et sinon, en termes de refus aussi, hein, on ne parle pas aussi de la quantité d'emballage qui va remplir la poubelle et qui sont pas tous recyclables, ces foutus emballages. Donc bref, là, effectivement, on peut refuser, par exemple, en mettant un stop pub, hein, sur notre boîte aux lettres et en expliquant aussi à nos enfants, que la planète, c'est bien, hein, mais elle a aussi besoin d'eux pour souffler. Donc ça, c'est la première règle de base. La deuxième, c'est de réduire sa surconsommation. On revient aux choses simples, on revient au qualitatif plutôt qu'à la quantité. Franchement, est-ce que vous préférez pas, recevoir un cadeau trop bien, fait maison par exemple, plutôt que 15 cadeaux qui finiront sur le bon coin le 27 décembre? Parce qu'au final, on l'a pris à la Fnac le 24 décembre à 16h, 16h17 quoi. Donc ça, c'est hyper important aussi de réduire sa surconsommation et de préférer les choses simples et qualitatives. La troisième règle, c'est réutiliser. Pourquoi pas, par exemple, un doggy bag à emporter, après pour que enfin, en tout cas, pour que les restes ne soient pas jetés. Donc ça, on peut inviter ses invités justement à en emmener un si vous recevez. Ou par exemple, hein, on imagine, l'année dernière, vous avez gardé vos papiers cadeaux, parce que votre démarche de réduire vos déchets n'a pas encore été très bien intégrée par mamie, Josette. Donc ça, c'est un exemple. La quatrième des règles, c'est recycler. Bien évidemment, on jette de manière propre, donc tout ce qui ne peut pas être réutilisé
Et la troisième, vous allez me dire: «Mais attends, c'est, composter, c'est pas un R». Alors c'est rot en anglais. Et si vous recevez du coup à l'occasion des fêtes, hein, assurez-vous de composter vos restes, hein, ou de faire en sorte de les composter. Et si vos invités participent au nettoyage, là, ce qui est bien, c'est de les aviser que vous le faites, ce compost, et donc de bien laisser en évidence un contenant pour récupérer les matières compostables. Donc, repenser notre consommation lors des fêtes nous permettra tout d'abord de minimiser notre impact environnemental. C'est aussi le moyen de redonner du sens à ces moments passés avec nos proches en privilégiant le fait maison, les expériences et le partage. C'est pourquoi à Zéro Déchet Strasbourg, via cette conférence, on va essayer de vous proposer un tour d'horizon des alternatives pour un Noël avec moins de déchets. Allez, hop, on laisse notre imagination, notre créativité et on reprend les rênes de cette teuf familiale devenue la teuf de la thune et de l'impôt chinois et on fait une fête chouette, pleine de partage et de positivité dont on a bien besoin en ce moment. Ça vous va? Si vous nous suivez toujours sur le traîneau fait de palettes récupérées. Donc pour ça, on va commencer sur la thématique des cadeaux. Mais avant, petite question. À votre avis, combien de cadeaux en moyenne un enfant de 3 ans reçoit-il? Soit 5 cadeaux, soit 18 cadeaux, soit 11 cadeaux. Vous avez presque toutes et tous voté. Alors, majoritairement, vous avez répondu 11 cadeaux. À 76%, vous avez la bonne réponse. Et je vais laisser Élodie continuer sur ce thème-là. Effectivement, là, hein, clairement, on met les pieds dans le plat, hein, dans l'épineux sujet des cadeaux. Donc, concernant les cadeaux, on va faire taire toutes celles et ceux qui pensent qu'avec le zéro déchet, on n'offre plus de cadeaux. Bon, après, c'est une solution qui est effectivement très envisageable, mais ce sera peut-être dans 5 ans, quand toute votre famille sera effectivement convaincue de la démarche. Donc, certes, un des gros aspects, c'est de boycotter les leaders de la vente en ligne de type Amazon. Mais le cadeau évolue avec la démarche de zéro déchet. Ça va être un cadeau beaucoup plus durable, d'occasion, fait maison ou non matériel. Donc, si effectivement vous ne souhaitez pas que votre cadeau ou celui que vous avez offert se retrouve sur le bon coin dès le 27 décembre, j'y reviens parce que ça m'est déjà arrivé, on va penser plutôt usage, usage utile plutôt qu'achat. Et pour ça, on va rien imposer aux personnes. Et ça, c'est vraiment important. Si vous voulez convaincre, à un moment donné, on n'impose rien. Et notamment, on n'impose pas un cadeau écolo pour une personne qui ne l'est pas. Parce que votre cadeau, de toute façon, il va être mis dans un placard. Donc là, il faut simplement que vous combiniez les cadeaux avec les souhaits et vos valeurs. Surtout, c'est ça qu'il va falloir beaucoup prendre en compte. Donc, le lieu de fabrication de cet objet, la pollution qu'il aura générée, est-ce qu'il est solide, etc. Donc là, il ne faut pas hésiter, hein, à se renseigner sur l'origine des produits et dans quelles conditions il a été fabriqué. Une autre petite astuce aussi, pour les cadeaux, c'est notamment de faire en sorte que chacun ou chacune reçoive un seul cadeau. Plutôt que chacun en fasse à toutes et tous, ça soulage quand même la planète et également nos finances. Je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous connaissent le système du Secret Santa. C'est, très à la mode et c'est notamment au Canada. Le principe est super simple. Chacun ou chacune tire au sort le nom d'une personne qu'il garde secret et à qui il doit faire un cadeau. Là, les cadeaux sont beaucoup plus réfléchis et au lieu, d'en acheter 8 par exemple, on n'en achète qu'1. Il est vraiment pensé, il est réfléchi, et là, du coup, c'est super. Tout le monde est content de cette initiative et on arrive à Noël beaucoup moins fatigué. Bon, OK, ça, c'est des petites astuces. Je pense que, vous avez aussi envie d'avoir deux, trois tuyaux, sur les idées de cadeaux zéro déchet. Donc là, la solution la plus simple pour réduire ces déchets à Noël consiste forcément à offrir plutôt des expériences que des biens matériels.
Je sais, en ce moment, c'est pas tellement à la mode, mais soyons positifs, on va espérer que l'année 2020 sera meilleure et je le pense par ailleurs. Donc là, pour vos cadeaux, pensez dématérialiser. Les possibilités sont infinies. Les expériences, les sorties en tout genre offrent carrément beaucoup, beaucoup de possibilités. Et c'est aussi pour toutes les bourses et à l'attention de chaque profil. Comme par exemple, je ne sais pas, vous avez un cousin qui est amateur de vin, un cours d'œnologie ou des ateliers. Il y a la maison du zéro déchet également qui en propose en ligne ou alors le Weekend Do, bon ça c'est plutôt pour les grandes villes, mais voilà, il y a plusieurs, idées de soins, de massages, de spa, enfin je vous énumère pas tout. Mais voilà, c'est quand même des possibilités qui sont énormes. Par ailleurs, à Strasbourg, les idées ne manquent pas. Entre les places de théâtre, hein, notamment au TNS, au TAPS et la multitude de petites salles de spectacle, ou alors, par exemple, des cours de couture avec, ta dame couture ou les sorties nature accompagnées avec le ciné de Buissière, ou des abonnements numériques. Enfin, je pense que vous êtes toutes et tous d'accord avec moi qu'en ce moment, on a beaucoup de choses à vivre plutôt qu'à posséder. Donc ça, c'est vraiment un des cadeaux, enfin une des idées de cadeau zéro déchet. Par contre, du coup, si vous optez plutôt sur un bien matériel, là, on va penser local. Donc, on a tellement de petits artisans locaux et éthiques dans chacune des villes où on se trouve. Et par ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a l'association Touchart en ce moment qui est sur Strasbourg, qui organise un marché des créatrices pardon, en ligne. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil sur leur site, c'est très chouette. Ensuite, donc on a vu les dématérialisés, les cadeaux locaux, aussi également assumer les cadeaux d'occasion. On va balayer tous les préjugés qu'on peut avoir sur le seconde main. Votre entourage, il connaît maintenant votre démarche, de réduire vos déchets, donc pas d'embarras à avoir. Donc ça peut être un objet ou un livre trouvé dans un vide-grenier. C'est aussi une manière de dire à l'autre: «Ben, tiens, j'ai trouvé ça un jour, ça m'a fait penser à toi». C'est quand même une super belle preuve d'attention. Donc pour trouver, des cadeaux d'occasion, ben, l'éternel site du Bon Coin, hein. Heu, il y a également aussi, tout ça on vous l'enverra, hein, dans les liens après la conférence, mais il y a le site Abracadabrique, ça c'est notamment pour des jeux d'occasion pour les enfants. Après tout ce qui est vêtements, ben, vous connaissez toutes et tous, je pense, Vinted, Vide Dressing, il y a aussi le label Emmaüs, hein, qui est très, très fourni, et qui propose une véritable alternative, éthique et solidaire à Amazon en termes de livres, vêtements, mobilier, et cetera. Et si effectivement, vous optez pour de l'électronique, là, songez au reconditionner, notamment via Back Market ou Recommerce, hein, et cetera. Et j'ai une petite question à vous poser. À votre avis, en 2019, combien de Français ou de Françaises se disaient prêts à acheter d'occasion pour les fêtes de fin d'année selon l'ADEME? Est-ce que c'est un Français sur 2, un Français sur 3 ou un Français sur 5? Pas facile. Il manque encore quelques votes. Effectivement, alors, bon, tout le monde n'a pas voté, mais vous avez là, vous avez tort, du coup, vous aviez raison sur la première des votes, mais là, aujourd'hui, effectivement, selon l'ADEME, c'est un Français sur 2 qui se disait prêt à acheter d'occasion, en 2019. Donc effectivement, là, on assume. Il y a quand même beaucoup de Français et de Françaises qui, aujourd'hui, partent vers de l'occasion. Donc qu'est-ce qu'on attend? On y va sur les cadeaux, au niveau sur les cadeaux d'occasion. Donc
On a vu effectivement les cadeaux dématérialisés, local, d'occasion, mais il y a aussi, par exemple, tout ce qui est, enfin, aller faire un tour, hein, dans les entreprises du zéro déchet et notamment les épiceries en vrac, comme, Bivrac à Cronenbourg, le Bocal à la Cruteno, Day by Day au Neudorf. Il y a plein de kits, cadeaux zéro déchet ou du papier cadeau réutilisable également. Donc ça peut être aussi des idées. Ou encore une autre solution qui est la plus satisfaisante, mais la «plus longue» entre guillemets, c'est de miser sur le fait maison. Là, c'est vraiment une marque d'attention beaucoup plus forte. On a pris le temps, on a vraiment travaillé de nos mains pour offrir ce cadeau. Moi, personnellement, chaque année, depuis plusieurs années, je me fais des grosses sessions de bredle maison où effectivement, j'en offre dans toute ma famille dans l'ouest de la France qui connaissent pas, justement les bredles. Donc ça peut être effectivement un produit consommable, gourmand, cosmétique. Voilà, une idée de cadeau, déco ou alors un cadeau pour passer au zéro déchet et cetera. Donc vraiment le faire soi-même, c'est quand même une très grande assurance pour soi et puis pour l'autre de connaître l'origine de l'objet, qui va être offert. Encore d'autres idées, ça va être plutôt, de penser au cadeau engagé. Le cadeau symbolique en faveur d'une cause, est une autre solution pour un Noël durable. Ça peut être effectivement un don à une association, environnementale ou de solidarité au nom du destinataire du cadeau et je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas, la ville de Strasbourg, du fait qu'il y a pas, les chalets, hein, des associations qui est normalement sur la place Kléber, le village du partage, a notamment mis en place un site, sur Strasbourg Noël. Je connais plus très bien le lien, mais en tout cas, on vous pouvez retrouver les associations qui normalement sont sur le village du partage pour, ben, les soutenir et effectivement voir ce qu'ils proposent en termes de vente, aussi. Bon, avec tout ça, maintenant que vous avez votre cadeau, comment l'emballer? Là, le papier cadeau est à proscrire, hein, parce qu'il est effectivement synonyme quand même d'arbres coupés et de pollution. J'ai une autre petite question à vous poser, à savoir, à votre avis, combien de tonnes de papier cadeau sont consommées à la période de Noël selon Citeo? 50 tonnes, 680 tonnes ou 20 000 tonnes? Ah, c'est serré. C'est serré, c'est serré. Presque tout le monde a voté. Hop. Alors, vous avez mis en résultat 680 tonnes, sauf que en fait, c'est 20 000 tonnes de papier cadeau qui sont consommées chaque année en France. Donc soit, c'est quand même 380 000 arbres et encore 11 000 tonnes, du coup équivalent de CO2. Donc c'est énorme. Donc du coup, chaque kilo de papier cadeau équivaut en tout cas à 3,5 kilos d'émissions de CO2 selon les estimations de Greenpeace. Puis pour couronner un peu le tout, la plupart de ces emballages ne sont même pas recyclables, hein, vous vous en doutez bien, à cause des petites paillettes ou des petits films aluminium qu'ils mettent, dessus pour les rendre beaucoup plus brillants, beaucoup plus jolis. Et le petit plastique également qui entoure le rouleau se recycle très, très mal. Du coup, quand on souhaite passer à un Noël zéro déchet, eh bien, on passe notamment au départ, en tout cas, à la technique du furoshiki. C'est une technique de pliage japonaise qui consiste à nouer un tissu autour du cadeau. Je vous laisse la vidéo avec Marie pour vous expliquer un petit peu ça. Pour un Noël zéro déchet, on peut utiliser ce qu'on appelle les furoshiki. C'est un art japonais, c'est pour remplacer le papier cadeau. C'est du pliage de tissu pour envelopper vos objets, vos cadeaux, etc.
20 000 tonnes environ de déchets de papier cadeau qui sont jetés à la poubelle chaque année. Donc pour ça, vous pouvez utiliser soit des furoshiki ou ne pas faire de papier cadeau du tout. Donc vous avez pu le voir à travers, à travers la vidéo que Marie a faite. La technique du pliage, il y en a plein d'autres, et ça, il n'y a rien de plus simple. Perso, moi, je m'arrachais les cheveux au moment de l'emballage des cadeaux. C'était une horreur, mais avec cette technique, on gagne énormément de temps. Alors après, qu'est-ce que je fais quand j'ai pas de tissu chez moi? Je fais quoi? Bon, je peux en acheter effectivement d'occasion à Emmaüs, sur le Bon Coin, ou alors à Vétis, à Oberhausbergen, je sais pas si vous connaissez. Mais également, on peut faire l'affaire, une ancienne écharpe, un t-shirt, etc. Votre maison, vos caves, vos placards regorgent aussi énormément de victuailles. On peut utiliser du papier récupéré, à la place ou d'une page du journal, du papier craft, les cartes routières, et ça, c'est vachement tendance parce que c'est vachement joli, il faut le dire. Des publicités aussi, qui sont laissées dans le hall de votre immeuble parce que votre stop pub n'a pas été respecté. Ou il y a également la possibilité de faire des tote bags en toile avec des papiers cadeaux, enfin, pour mettre les cadeaux dedans. Et comme ça, ce sera un cadeau 2 en 1 par ailleurs, puisque les personnes à qui vous destinerez ces cadeaux pourront les utiliser au quotidien, en tout cas. Alors, moi, j'ai fini sur ma partie de cadeaux. Je pense qu'il y a peut-être des questions au niveau des cadeaux. Alors, je vois en cadeau, moi je prends du papier journal, bah, c'est super. Où trouver le tissu à Oberhausbergen? Alors ça, c'est une entreprise de réinsertion qui s'appelle Vétis, c'est Vetis. Et si tu tapes sur Google, tu peux retrouver effectivement le lien pour aller à Vétis, à Oberhausbergen, et ils ont une panoplie de tissus qu'ils vendent. C'est de la récup, c'est comme Emmaüs en fait, sauf qu'effectivement là, c'est que sur du textile. J'espère avoir répondu à ta question. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres ou si on peut passer à la décoration par Emeline. Si vous avez des infos, je rêve d'un grand sac en toile bio pour y mettre tous mes cadeaux. Un très grand, mais je ne connais pas d'adresse ou de site qui font ça. Moi non plus. Effectivement, je n'en connais pas. Il y en a des assez grands, ils en font des très grands maintenant, mais c'est souvent des petits tote bags qu'on a. Après, ça peut se fabriquer si tu couds un peu, en achetant de la toile ou du coton bio pour effectivement le fabriquer. Emeline, je te laisse la parole sur la déco. On m'entend, on me voit? Parfait. Alors, moi, je vais vous parler de ce que je préfère à Noël. Du coup, c'est la décoration. Si la diapo va bien se passer. Voilà, mais attention, décoration, ça ne veut pas dire faire ressembler votre salon à Versailles. On oublie les guirlandes électriques à gogo et à la place, on préfère des éléments plus naturels et plus durables. Pour ça, c'est tout simple. Il suffit de faire une petite balade en forêt ou dans un parc pour ramasser des bouts de bois, de branchages, des pommes de pin. Et puis avec un petit peu de créativité, du fil et de la colle, on peut faire de très jolies couronnes, guirlandes, etc. Si vous voulez de la décoration plus, entre guillemets, classique, on va toujours préférer le seconde main, qui va permettre de compenser un petit peu le sac à dos écologique de nos décos. Et sinon, si on veut du neuf, encore une fois, on peut faire appel à nos artisans locaux. On a de la chance dans Alsace d'avoir pas mal de petits artisans super sympas qui font des jolies choses pour Noël. On peut aussi tout simplement prendre soin de la décoration qu'on a déjà et la réinventer un petit peu avec juste un petit peu de peinture, des petits rubans, etc. Il suffit juste de détourner. Encore une fois, on
on prend la logique des 5 R, hein, on réutilise ce qu'on a pour le détourner et le faire correspondre à nos envies du moment. On peut aussi miser sur la décoration comestible avec une décoration, un centre de table en chemin brodeleux, en étoile et forme de sapin, avec un petit panier d'oranges, planté de clous de girofle, etc. Ça peut être très sympa. Et en plus, c'est 2 en 1 parce qu'à la fin du repas, on mange la déco. Comme ça, pas de perte. Et bien évidemment, on privilégie les LED si on veut des guirlandes lumineuses. On pense à la consommation électrique, c'est super important. Pour ce qui concerne la vaisselle, s'il vous plaît, pas de vaisselle jetable en carton. Ça ne sert à rien, ça va de soi. Et aussi pas de serviettes jetables. Pareil, ça sert à rien. On prend les belles serviettes en tissu qu'on utilise au quotidien. Il n'y a pas besoin de faire plus. Pour la vaisselle, on prend celle du quotidien avec un beau chemin de table, une belle décoration comme vous pouvez voir sur les photos ici. C'est tout simple, ça fait son effet. Et voilà quoi. Pas besoin de jeter. On utilise ce qu'on a déjà. Hop. Ensuite, je vais vous poser une petite question. À votre avis, combien de sapins de Noël sont vendus chaque année en France pour les fêtes de Noël? C'est plutôt serré, 10,5 millions, 6,5 millions. Je laisse encore un petit peu de temps pour aider la personne qui veulent voter. Pas mal serré, mais vous avez raison, c'est 6,5 millions de sapins qui sont vendus chaque année en France selon le Sénat. Là, on parle bien de sapins naturels, hein. Donc du coup, en France, la plupart des sapins naturels qui sont vendus proviennent du Morvan. On les fait pousser comme des petits champignons, hein, c'est des champs de sapins. Et du coup, pour les faire pousser, on utilise bien évidemment une tonne de produits chimiques qui ne sont pas très bons pour la planète. Parce que oui, pour produire 6,5 millions de sapins, il nous faut des herbicides, des fongicides, des insecticides et un cocktail d'hormones de croissance détonnant pour avoir un beau sapin bien vert, bien touffu, qui va bien recevoir les dizaines de guirlandes électriques qu'on va lui mettre dessus. Donc tout ça, c'est pas très écolo, mais bon, c'est naturel. Pour ce qui est du sapin artificiel, il est essentiellement composé de plastique, hein. Et dans la majorité des cas, il est produit en Asie. Pour ce type de sapin, on estime qu'il faut le garder au moins 20 ans pour compenser son empreinte carbone. C'est quand même pas mal. Enfin, c'est pas mal d'années, quoi. Donc nous, à Zéro Déchet Strasbourg, bien évidemment, on préfère des versions un peu plus durables et plus éco-responsables, pardon. Donc du coup, si on souhaite vraiment un sapin synthétique, on va le préférer de seconde main, comme ça son bilan carbone sera... on aura déjà commencé à compenser un petit peu son bilan carbone. Et il faut prendre soin de ce sapin pour pouvoir le garder le plus longtemps possible, en fait. Nous, on a une petite préférence quand même pour les sapins DIY et les sapins zéro déchet qui sont assez rigolos. Là, vous pouvez voir sur le PowerPoint, c'est un sapin en livre. Donc pour les amateurs de littérature, on prend tous les livres préférés et puis on en fait notre sapin de Noël. Et sinon, un sapin qui est en fait une plante d'intérieur qu'on a déjà, auquel on rajoute des décorations de Noël. Si on veut vraiment un sapin naturel, on peut choisir bio, mais la production de sapins bio représente que 0,5% de la production de sapins française. On peut aussi le louer, donc on le loue et on le rend après. Et sinon, on peut choisir un rond pot pour le replanter chez soi dans son jardin, ou tout simplement pour le garder en tant que plante d'intérieur et le réutiliser à la saison de Noël. Dans tous les cas, qu'importe le sapin qu'on choisit, mollo sur la guirlande électrique, je le répète, et il n'y a pas besoin de le surcharger, pardon. On peut voir sur la photo du sapin naturel, là tout à droite, qu'il y a des très jolies décorations avec juste des petites rondelles d'orange séchées. C'est super sympa, en plus ça parfume
la maison. Et vous pouvez retrouver plein d'idées de décoration naturelle sur Pinterest, sur Instagram, etc. Voilà pour moi. Alors moi, Alors voilà, Marie. Pardon. Je vais vous parler du repas de Noël. Et pour commencer, on vous propose donc, là, qui vous a été présenté devant vous, un petit questionnaire. Le premier sondage, c'est notre repas de Noël fini à la poubelle à hauteur de 10%, 20%, 30% ou 40% selon vous. Et la deuxième question, combien de Français reconnaissent jeter de la nourriture durant les périodes de fête? 8%, 12%, 28% ou 40%? Je vous laisse un peu plus de temps pour répondre que les derniers sondages. Je vous laisse encore un petit peu réfléchir. Alors, notre repas de Noël finit à la poubelle à hauteur de 20%. Et les Français reconnaissent jeter de la nourriture durant les périodes de Noël, de fête, pardon, de 28%. Donc, c'est des chiffres assez élevés, hop, comme vous pouvez le voir. Donc, on va reprendre un petit peu tout ce qui est le repas de Noël, qui est un moment très, très attendu. Souvent, pour les adultes, on a envie de manger à notre faim, de rigoler, de partager des verres. Mais comment on peut essayer finalement de nous questionner sur l'impact écologique de nos repas de Noël? Et je vais essayer de vous proposer en tout cas des alternatives. Donc, comme vous venez de voir, selon ces chiffres assez élevés, je vais vous faire une petite définition de ce que c'est que le gaspillage alimentaire. C'est toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à une étape de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée ou dégradée. Il faut savoir qu'il y a à peu près 10 millions de tonnes ou 10 milliards de kilos, qui est le poids annuel du gaspillage alimentaire estimé chaque année en France. C'est une perte économique, évidemment, des enjeux aussi sociaux, c'est une hausse de la précarité alimentaire, notamment actuellement, et évidemment des enjeux environnementaux. Selon une étude de l'ADEME de 2016, il y a 18% de la production alimentaire destinée à la consommation humaine qui serait gaspillée chaque année, que ce soit lors de la production, de la transformation, de la distribution, pour la restauration ou encore de la consommation à domicile. Il faut savoir aussi qu'en Europe, c'est principalement lors de la distribution et de la consommation que proviennent les déchets, contrairement aux pays à faible revenu où en fait ça vient en début de chaîne, donc lors de la production et de la transformation que vienne le gaspillage alimentaire. Plusieurs lois nationales ont été faites de plus en plus récemment par rapport à l'écologie pour essayer de réduire notre gaspillage alimentaire, comme la loi Egalim qui date de 2018, qui a imposé par exemple aux restaurateurs et restauratrices d'accepter les doggy bags. Donc les doggy bags, c'est les repas emportés. Si vous n'avez pas fini votre assiette, par exemple dans votre pizzeria préférée, votre pizza était beaucoup trop grosse, vous pouvez demander à votre restaurateur ou restauratrice de vous proposer un petit sac pour le rapporter chez vous et le manger soit le soir ou le lendemain. Il y a aussi la loi AGEC de 2020 qui a créé un label national anti-gaspillage pour valoriser les acteurs et les actrices de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, il y a plein de projets de lois nationaux et même européens qui essaient d'évoluer dans un bon sens. Mais aussi nous, à notre place en tant que consommateurs au moment de notre repas de Noël, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut penser différemment à un repas de fête, par exemple en proposant à vos invités des contenants pour qu'ils puissent, si le cuistot ou la cuistot a eu un peu la main lourde sur le repas, de ramener le repas de Noël pour les jours qui arrivent et donc d'éviter de jeter les pommes de terre à la poubelle. On peut aussi essayer de constituer un repas de façon plus éco-responsable. Donc, comment ça? En valorisant nos agriculteurs locaux, biologiques, en achetant en vrac, de saison et donc local, comme je venais de vous le dire,
On peut se tourner notamment vers les paniers alimentaires que proposent notamment les AMAP, qui sont des associations d'agriculteurs, souvent bio, qui proposent localement des paniers à venir chercher une fois par semaine près de chez vous. Donc stop aux gâteaux, aux fraises en période de fête de Noël. L'hiver, c'est pas la saison des fraises. Les magasins zéro déchet aussi sont de plus en plus courants dans nos villes. Ce sont les magasins, tout à l'heure Elodie en a parlé, les magasins Day by Day qui sont au niveau national. À Strasbourg ici, on a le local ou Bivrac encore qui propose des aliments en vrac. L'avantage, c'est de pouvoir acheter la quantité souhaitée, d'éviter les emballages et évidemment aussi de limiter le contact avec des matériaux potentiellement toxiques pour vous et votre famille, comme le plastique ou l'aluminium. On peut penser aussi à un menu à faible impact carbone, comme réduire la part de viande dans votre menu, acheter une viande élevée localement si vous avez envie de proposer de la viande dans votre repas de Noël. Il faut savoir que l'élevage de bétail émet plus de gaz à effet de serre que les transports, soit 14,5% des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine. Donc pourquoi ne pas tenter au repas de Noël un régime végétarien? J'y reviendrai à la fin de ma présentation. Je vous proposerai un menu festif et copieux pour vous régaler lors du repas de Noël. Et aussi, pour votre repas, vous pouvez proposer des pics d'apéritif en inox au lieu de prendre des pics en carton ou en bois qui sont jetés tout de suite à la poubelle. Ils seront utilisables des années et des années. En plus de minimiser votre impact environnemental et une poubelle à ras-bord, à la fin de la soirée, cela allégera votre porte-monnaie. Donc là, vous avez devant vous 2 applications qui peuvent vous aider vers cette démarche de menu à faible impact carbone ou écologique et économique, etc. L'application Étiquetable, qui informe sur les espèces menacées ou de pratiques de pêche néfastes, qui informe sur la nutrition, sur la santé, qui donne plein d'astuces pour cuisiner avec un impact bas carbone, qui donne des idées de repas et de recettes zéro gaspille, et donner les légumes et fruits de saison aussi, qui sont très importants. Il y a aussi la plateforme Poiscaille qui propose d'acheter du poisson issu de pêche durable et vendu directement du producteur au consommateur dans toute la France. Et plus largement aussi, vous pouvez pousser ça dans votre quotidien. Il y a une autre application qui s'appelle Too Good To Go qui lutte contre le gaspillage alimentaire en allant chercher des paniers dans vos boulangeries ou dans les restaurants ou dans les grandes surfaces pour éviter de jeter les aliments qui pourraient l'être. Donc là, je vais vous proposer une idée de repas de saison et local et végétarien. Donc en apéritif, je vous propose blinis maison. Ah, un petit freeze. Vous avez envie. En entrée, un velouté de potimarron aux épices. En menu principal, un gratin dauphinois au cèpe. Et en dessert, un Christmas crumble. Voilà pour moi. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné l'eau à la bouche et en même temps vous permettra d'évoluer au niveau de votre conception du repas de Noël. Alors, c'est parti. Donc, self-défense. Comment répondre à tonton relou sans esclandre? En fait, c'est vrai que quand on est chez soi, avec son cadre familial ou ses amis ou autres, on a souvent ses habitudes et on va dire qu'on est en terrain conquis, entre guillemets. Mais c'est vrai que souvent dans les repas de famille, en général, et plus particulièrement à Noël, mais c'est valable pour les anniversaires, c'est valable pour d'autres fêtes, hein, on est souvent confronté à des discussions, à des petites piques qui peuvent être envoyées ici ou là. Et on peut également avoir envie d'ailleurs d'amener certains sujets. Mais bien évidemment, le but n'est pas que ça tourne au vinaigre, entre guillemets. Donc, on voulait vous donner quelques trucs et astuces pour que ça se passe bien dans le repas. C'est-à-dire que soit
on vous lance des petites piques et entre guillemets, vous allez devoir répondre, soit au contraire, comment amener les choses de manière un peu subtile, de manière à pouvoir en parler sans crisper. La première chose à savoir, c'est ne vous énervez pas. Ne vous énervez pas, restez calme. C'est un repas. Les personnes qui vous envoient des petites piques ou qui ne sont pas d'accord avec vos convictions ou autres, vous n'allez peut-être pas, on va dire, les convaincre sur le moment. Ce sera peut-être voilà, au long cours. Il y en a que vous n'arriverez pas à convaincre non plus. Et puis, de toute façon, il ne faut pas forcément avoir l'objectif de convaincre tout le monde. Par contre, le fait de rester calme et de peut-être apporter des clés de compréhension, de donner quelques exemples bien placés, on va dire de normaliser quelque part, vos pratiques et notamment sur la réduction des déchets, c'est des choses qui, sont plutôt favorables à convaincre. On va plus écouter quelqu'un qui reste calme et qui est assuré dans ses convictions que, quelqu'un qui va, s'emporter, où au final on aura perdu l'objectif de conviction. Heu, Parmi, les choses qui on essaie de lister un peu, on va dire les petites piques qui sont souvent envoyées sur le zéro déchet et les questions qui sont souvent, on va dire, posées là-dessus. Et de ce point de vue-là, on voulait, vous donner un peu une boîte à outils qui vous sera bien sûr envoyée par mail, hein, donc ne vous inquiétez pas. J'ai vu plusieurs réactions de personnes qui nous demandaient: «Est-ce qu'on va avoir accès, aux éléments de la conférence, et cetera». On va tout vous envoyer, en mail par la suite et la conf est de toute façon enregistrée. Parmi les premiers éléments, il y a le zéro déchet, heu, très peu pour moi car ça prend trop de temps, c'est trop compliqué. Sur ce point-là, le plus intéressant, c'est de dire qu'il faut y aller à son rythme. Souvent, on vous prend les pires des exemples. Par exemple, on va tout de suite vous parler, des couches lavables qui, c'est vrai, demandent une organisation un peu conséquente. Mais au final, si vous donnez des exemples, très concrets, qui vous facilitent la vie, comme par exemple le fait de faire sa lessive soi-même en grande quantité qui va vous éviter de vous trimballer les bidons, et cetera. Ça peut être des exemples qui sont, pertinent pour répondre à cette question-là. Ensuite, vous pouvez aussi répondre, en tout cas moi c'est ce que je fais hein, autour de moi, du fait que vous n'êtes pas obligé de tout faire vous-même. Vous pouvez aussi acheter des produits zéro déchet plutôt que d'aller tout de suite parler do it yourself. Les gens ont souvent cette image-là. Le fait que quelqu'un qui est zéro déchet va devoir faire sa lessive, faire ses cosmétiques, etc., etc. Certains le font, mais on peut aussi acheter des très bons produits faits soi-même, faits par d'autres qui sont de très bonne qualité et qui au final ne va pas vous faire perdre de temps. Donc c'est une manière de répondre à cette question-là. Et ensuite, vous pouvez aussi amener des réponses un peu simples, comme dire, bah, voilà, d'avoir un sac réutilisable sur soi, mais quel temps on perd au final? On perd pas de temps, c'est juste un réflexe à acquérir. Heu, le fait d'avoir une tasse plutôt qu'un gobelet jetable, c'est pas quelque chose qui nous prend du temps. Donc il faut relativiser en fait, cette remarque-là sur le fait que ça prenne trop de temps et que c'est trop compliqué. Vous pouvez aussi amener des notions un peu plus, on va dire, faire un pas de côté en disant que, bah, oui, parfois il y a des choses qui prennent du temps. Faire la cuisine, ça prend un peu de temps, mais c'est aussi un plaisir. Donc amener la notion de plaisir, ça peut être une manière de répondre aussi à cela. Donc voilà quelques éléments qu'on peut donner sur cet argument-là. Ensuite, il y a souvent l'argument massu de, heu: «Oui, mais ça coûte plus cher, ça coûte plus cher, le vrac, ça coûte plus cher, faire les choses soi-même, ça coûte plus cher». Déjà, c'est pas forcément vrai. Souvent, quand on est dans une démarche zéro déchet, on achète moins de produits, on achète des produits simples et peu coûteux. Il n'y a qu'à voir, les usages qu'on peut faire du bicarbonate, les usages qu'on peut faire du vinaigre blanc ou autre, qui sont des produits mais vraiment qui coûtent mais presque rien. Hem, Ensuite, il faut savoir, c'est que quand on a des produits réutilisables, bah, tout simplement, on ne va pas les racheter. Le sopalin, mine de rien, ça a un coût. Le fait d'utiliser des lingettes qu'on va réutiliser et laver, c'est extrêmement peu coûteux. Donc vous pouvez aussi battre en brèche, avec ce type d'argument. Le fait qu'avec une gourde, ça va vous éviter d'acheter des bouteilles d'eau. Et personnellement, les personnes que je connais qui pratiquent, la réduction des déchets, sont souvent des personnes qui ne consomment pas beaucoup au final et qui au final, bah, ça bénéficie un peu à leur porte-monnaie. Donc globalement, il va y avoir peut-être des choses qu'on va payer plus cher. Par exemple, c'est vrai que dans le vrac, hem,
il y a certains produits qui sont plus chers, mais il y en a aussi d'autres qui sont moins chers. Donc, il faut aussi relativiser cet aspect-là, même sur le vrac. Et souvent, on constate, c'est que les gens comparent des produits industriels à des produits, on va dire, qui sont de meilleure qualité. Il faut dire, c'est peut-être plus cher parce que les produits sont de meilleure qualité. Alors, assurez-vous évidemment que les produits soient vraiment de meilleure qualité. En tout cas, vous pouvez amener la notion de il faut comparer à qualité comparable. Voilà, on ne peut pas comparer un produit bas de gamme avec un produit haut de gamme. Ensuite, pour le vrac notamment, c'est vrai que, par exemple, le fait d'acheter, exactement la quantité qu'on a besoin de tel ou tel aliment, souvent on ne va pas gaspiller, ça ne va pas moisir dans un placard, donc ça aussi, ça fait faire des économies. Enfin, il y a quand même les achats d'occasion qui clairement, permettent de moins payer, de faire des économies. Donc il y a vraiment cette notion-là, de dire que globalement, au contraire, pratiquer le zéro déchet, pratiquer la réduction des déchets, permet de réduire, le budget. Et d'ailleurs, il y a des estimations qui, disent qu'on économise entre 30 et 40 de notre budget, là-dessus. Donc on voit vraiment que c'est pas un bon argument. Ensuite, on a, souvent la question qui revient souvent, c'est aux politiques de changer les choses. Mon action en tant que particulier ne change rien. Alors soit c'est aux politiques ou alors c'est de manière collective, c'est aux industriels, en tout cas, nous citoyens, on n'a pas d'impact là-dessus. Et beh, il faut sortir un peu de ce débat-là. C'est pas une histoire de politique ou d'industriels ou de citoyens et que l'un serait mieux plus favorable à l'autre. Tout ça, c'est interconnecté. Et donc, c'est pas vrai. En action citoyenne, on influence. C'est Slow Food, par exemple, qui dit que manger 3 fois par jour, c'est voter 3 fois par jour. Et ben ça, on peut l'appliquer à l'ensemble de nos achats. Si on achète en vrac, on va soutenir la filière du vrac. Et peut-être que du coup, les industriels ou d'ailleurs les artisans vont se mettre à développer des filières sur le vrac. Donc vraiment, voyez votre consommation et votre manière d'agir en général comme si que vous votiez pour une société qui est peut-être différente, comme si vous orientiez cette société-là. C'est quelque chose qui est important, ne pas sous-estimer la notion d'acte individuel. Je tiens à dire par ailleurs que si on prend par exemple la consommation de plastique, 45% du plastique consommé chaque année en France eh bien, vient des emballages. Donc c'est pareil, le côté de oui, mais c'est les industries, etc. Pour le plastique, par exemple, c'est avant tout l'usage des emballages qui fait qu'on consomme énormément de plastique en France. Ensuite, vous pouvez mettre votre acte citoyen, vous pouvez faire votre acte citoyen dans un cadre plus global et agir avec les autres. Donc voilà, alors je vais regarder, il y a peut-être des questions. Touc, 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 Il y a des témoignages, Simon, dans le enfin, questions et réponses. Alors, on m'a souvent dit que mettre un emballage en tissu pour les cadeaux, c'est gâcher le plaisir des enfants de déchirer le papier. En direct, je n'ai pas eu l'impression que le plaisir d'ouvrir était moindre, mais je doute quand même. Qu'avez-vous comme retour de votre côté? Moi, je vais être honnête. Alors là, je vais inviter peut-être mes collègues pour certains qui veulent témoigner. Mais moi, j'ai offert par exemple des cadeaux en furoshiki et c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pas l'emballage. Alors certes, il peut y avoir des notions peut-être quand on est adulte, d'avoir un peu ce côté un peu revivol. Mais par contre, pour les enfants, clairement, je ne pense pas parce que les enfants, eux, ils vont prendre leurs habitudes très rapidement et si on leur emballe dans un paquet en tissu, c'est ce qu'ils retiendront au final des cadeaux de Noël. Donc j'ai envie de dire que c'est peut-être plus une question qui concerne les adultes que les enfants au final. L'acte d'achat est un vrai acte politique, je suis entièrement d'accord. Très bien. Le papier journal, on peut le déchirer. Alors oui, en effet, vous pouvez éventuellement emballer vos cadeaux dans du papier journal. C'est une manière de réutiliser. Alors, on a un autre témoignage. Voilà ce qu'on me répond parfois. Cela ne sert à rien de changer les choses. Il est trop tard et ce n'est pas avec moi seul que le monde changera. Donc, je ne change pas ou de toute façon, tout est mauvais. Par exemple, dans l'alimentation, donc je poursuis comme je fais d'habitude, car même le bio, c'est pas top.
pas simple parfois de répondre à ça. Bah, moi souvent, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent. En gros, la notion de foutu pour foutu, bah, on va pas changer, et puis on va attendre que ça se passe. Et beh, en fait, c'est pas vrai que ça change, que ça sert à rien. C'est pas vrai. Si on baisse la pollution de l'air, si on baisse, on va dire, notre consommation d'énergie fossile, c'est autant de problèmes qu'on se crée en moins dans l'avenir. C'est-à-dire que, là, la question qui se pose, c'est pas, en effet, est-ce qu'on va pouvoir supprimer toute la pollution et cetera, mais c'est comment on va s'adapter au final au futur. Et m moins on va dégrader, on va dire, notre futur, plus ce sera facile de s'adapter. On le sait, la température, elle va augmenter. On le sait, le réchauffement climatique, il est là. On le sait, l'air est pollué. Donc maintenant, c'est comment on fait pour que l'impact soit le plus réduit possible et qu'on puisse s'adapter le plus rapidement possible. Et par exemple, si on prend l'exemple des incinérateurs et de la pollution de l'air en général, il peut y avoir des résultats assez spectaculaires dans un laps de temps assez court. Et ensuite, on peut évidemment appeler à la responsabilité individuelle et collective sur ce qu'on veut donner au futur et notamment à ses enfants. Donc moi, souvent, c'est ce que je réponds. Je réponds, c'est pas vrai parce qu'au final, moi, je préfère à être plus 2 degrés que plus 4 degrés, par exemple. Voilà, c'est ce type d'exemple que je prends, et la notion de foutu pour foutu, je la rejette, en bloc. Alors évidemment, il ne faut pas le faire de manière agressive, mais vous pouvez dire: «Bah non, moi je fais le choix de laisser à mon futur et au futur de mes enfants ou aux autres générations, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, un avenir le moins pire possible». Donc voilà ce que je dis. Les produits bio viennent de loin, même le vrac. Comment on fait? Alors ça, c'est une remarque, c'est vrai que c'est des choses qui, reviennent souvent. Le fait que: «Oui, mais c'est pas si écolo que ça». Heu Eh bien, moi, souvent, je réponds qu'en effet, c'est compliqué, la vie est compliquée. Souvent, on est amené à faire des choix. Le vrac, mais c'est pas bio. Le bio, mais ça produit des emballages. C'est bio et en vrac, mais ça vient de loin. Moi, j'en appelle souvent à l'intelligence, en fait, au fait qu'on est confronté à tout un tas de choix et qu'on essaye de faire les meilleurs choix possibles par rapport à tous ces paramètres-là. C'est vrai que puis il y a la notion aussi du végétal, de l'animal et cetera. Donc on est constamment abreuvé, d'informations et de choix à faire qui sont pas toujours, faciles à c'est très dur de cocher toutes les cases. Donc moi j'assume que j'essaye de faire au mieux et que parfois, oui, il y a une des cases qui n'est pas cochée. Ceci dit, je tiens à le dire quand même, vous pouvez aussi répondre que de plus en plus, la notion de local revient, les produits bio sont de plus en plus fréquemment mis en avant, on peut de plus en plus facilement acheter en vrac, et donc le choix est peut-être plus facile que par exemple il y a une dizaine d'années. Donc voilà moi ce que je réponds. Alors on me parle d'une remarque de Anthony Steiner, mais je ne l'ai pas vue. Tac, tac, tac. Eh beh, en attendant, je vais reprendre mon fil sur, ce qu'on nous dit fréquemment, et les exemples, qui nous sont donnés. Peu importe le tri, tout finit dans le même bac. Légende urbaine ou réel constat? Alors, même si alors moi ce que je réponds, parce que ça c'est vrai qu'on entend beaucoup de critiques du tri en ce moment, et tout simplement le fait que, au final ça sert à rien et cetera, et c'est vrai que le tri est pas toujours parfait. On voit que le plastique se recycle très mal et cetera. Souvent moi je réponds pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, je dis: il faut trier, il faut mettre dans le bac de tri parce que même s'il y a des difficultés par derrière, on sait que tout ne va pas être recyclé, il y a quand même toute une partie qui va être réemployée, qui va être recyclée et qui ne finira pas en incinération. Donc en gros, d'assumer le fait qu'en effet, il y a parfois des difficultés dans les processus de tri, mais que vaut mieux ça et vaut mieux peut-être qu'il y ait 20, 30, 40, 50% de ce qu'on met dans le bac jaune, par exemple, qui soit trié, que rien du tout, et que ce sera toujours meilleur que ça parte en incinération ou en décharge. Gardez vraiment ça dans votre tête et de ce point de vue-là, les 5 R peuvent vous aider, hein. Le fait de refuser, ensuite réduire, ensuite réutiliser, ensuite recycler pour éviter l'incinération. Je dis, c'est toujours mieux que ça finisse en incinération ou en décharge. Pourquoi vouloir absolument convertir les autres? N'est-il pas plus simple de montrer que l'on fait ça par nos propres convictions et qu'on est très heureux
ainsi. En gros, de l'assumer tout simplement. Alors, je trouve que c'est une très bonne remarque. On a parlé beaucoup de mots, d'employer des mots, d'essayer de convaincre, et cetera. Mais si on prend l'exemple, et ça c'est valable au travail notamment, mais aussi en repas de famille, des petits trucs tout simples, le fait d'avoir sa gourde, le fait de vivre tout simplement sa vie, hem, est parfois, va parfois normaliser, certaines choses et convaincre par l'exemple, en fait. Et le fait de dire: «Bah, moi j'ai pas de problème, écoute, voilà, j'utilise ça, ça se passe très bien», bah, parfois ça vaut mieux que 1000 mots. Donc c'est vraiment, une très bonne remarque de dire que vous pouvez convaincre tout simplement en vivant votre vie et en vivant vos convictions sans vouloir à tout prix, bah, rentrer dans le débat et «tout déballer» entre guillemets. Donc on peut aussi rester dans cette situation-là et moi je reconnais beaucoup qui font comme ça et au final, bah, ils arrivent à convaincre du monde et c'est ça qui est assez, intéressant. Ce qui revient souvent, c'est aussi alors ça, c'est vraiment le premier truc qu'on nous dit: «De toute façon, zéro déchet, c'est pas possible». Bah, il faut expliquer que c'est un objectif. Évidemment que zéro 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 n'existe pas, mais que c'est une démarche qui est vraiment progressive, et qui se fait d'abord peut-être par des petits gestes, mais aussi par des changements plus sociétaux et le but, c'est d'arriver à terme à produire beaucoup, 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 beaucoup moins de déchets. Donc, 0 déchet, voilà, c'est vraiment l'objectif général et après c'est le but de tendre vers ce zéro déchet. Donc, il faut pas, mais c'est important d'y répondre parce qu'il y a des personnes qui se bloquent là-dessus et qui ne vont pas écouter parce qu'ils vont se dire: «De toute façon, zéro déchet, c'est pas possible». Donc, il faut expliquer, voilà, la démarche, que c'est un objectif et cetera et souvent, tout de suite, les personnes, bah, comprennent mieux, en fait, comprennent mieux cette question-là. Heu, alors, on a encore tu es sûr que laver, c'est plus écolo que de jeter? Alors ça, c'est des questions qui reviennent souvent, notamment sur les gens qui voient les solutions un peu écolo d'un point de vue parfois technique et qui vont essayer de vous challenger, sur, «Oui, mais, es-tu sûr que laver à la main, par exemple, bah, ça va utiliser moins d'eau qu'un lave-vaisselle?» Là-dessus, un conseil, soit vous maîtrisez et vous faites une réponse technique. Mais le mieux, c'est de faire un pas de côté, de dire: «Bah, j'ai pas les données exactes, mais il s'avère souvent que dans les analyses de ce qu'on appelle les analyses de cycle de vie, donc ils vont prendre en compte la fabrication de l'appareil, l'utilisation de l'appareil, mais aussi le retraitement de l'appareil avec la durée de vie de l'appareil, et bah, il faut prendre tout ça en compte pour pouvoir comparer. Donc vous pouvez expliquer que, il faudrait faire des analyses de cycle de vie et que vraisemblablement dans la plupart des cas et par exemple pour la bouteille d'eau jetable par rapport à la bouteille d'eau réutilisable, bah, l'analyse de cycle de vie elle est claire. Une bouteille en verre par exemple, recyclée, c'est 80 de gaz à effet de serre en plus qu'une bouteille réutilisée. Donc bien souvent dans les analyses de cycle de vie, on oublie de prendre en compte, la fabrication de l'appareil avec tout ce qu'a expliqué Elodie sur le sac à dos écologique. Vous avez d'ailleurs des études comparatives sur les couches lavables, hein, qui existent pour ceux qui se posent des questions sur les couches lavables et également le site, seed4green.net qui recense l'ensemble des analyses de cycle de vie et qui vous permet, bah, d'avoir des choses pour comparer, en fait. Donc voilà. Alors une question qui, surtout dans le contexte actuel, revient assez fréquemment, c'est, «Oui, mais c'est pas hygiénique de tout réutiliser». Bah, en fait, il faut avoir, alors évidemment, il faut voir sur qu'est-ce qu'ils prennent en exemple pour dire ça. Si c'est par exemple un Tupperware ou un sac à vrac, bah, d'expliquer, bah, qu'un Tupperware bien lavé n'a aucun problème d'hygiène, là-dessus et un sac à vrac, vous pouvez le laver de temps en temps et que c'est pas moins hygiénique, que l'emballage jetable. Je tiens même à dire que là, on peut faire un petit crochet sur le coronavirus quand même, c'est que par exemple, si on prend les emballages jetables, le fait que ce soit en magasin, que tout le monde y ait touché, que, ça ait été mis en rayon par quelqu'un, peut-être tripoté par quelqu'un d'autre, puis ensuite par le caissier et cetera, bah, vous allez vous retrouver quelque part avec un emballage, beaucoup moins hygiénique que si vous avez votre propre gourde que vous avez remplie vous-même et que juste vous manipulez. Donc ça, c'est un exemple à prendre pour répondre à cela. Il y a beaucoup de craintes parce qu'en fait, on sort quelque part de ce qui fait la norme et qu'on est dans une société où le jetable, en fait, a été montré comme hygiénique. Mais c'est pas
tout le temps vrai. Donc, n'hésitez pas, sur le site de Zero Waste France, notamment, il y a des éléments de réponse sur ce débat-là qui est intervenu, notamment par rapport au coronavirus. Donc, allez sur le site, vous trouverez des articles qui vous donnent des clés pour justement montrer que jetable ne veut pas dire hygiénique, sans parler même des aspects environnementaux. Ensuite, souvent, les produits réutilisables, bah, c'est souvent dans des matières nobles. Alors, on peut parler du verre, on peut parler notamment de l'inox, et c'est souvent des produits qui sont pas toxiques, qui vont pas polluer vos aliments, par exemple. On sait que, par exemple, une bouteille d'eau en plastique, eh bien, on a des résidus plastiques qui vont se mettre dans la bouteille. Donc, vous pouvez aussi faire un crochet là-dessus en disant qu'il y a la notion d'hygiène, mais il y a aussi la notion de est-ce que je me pollue mon corps avec des éléments que j'ingère. Je vais regarder s'il y a d'autres réactions. Tac, tac, tac. Pour l'avant, on a fait un calendrier fait maison avec de la récup, c'était sympa à faire en plus. Je suis d'accord pour dire que convaincre par l'exemple est le plus efficace et répondre aux questions quand les gens sont prêts à les poser. Oui, mais ça tient beaucoup à notre propre personnalité. Je sais que moi, souvent, j'aime bien essayer de convaincre en parlant, mais en restant, on va dire, très naturel. D'autres vont essayer de convaincre plus par l'exemple. Il faut vraiment peut-être aussi vous écouter vous et ne pas vous forcer en fait. Et ensuite, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, on peut très bien vouloir aller à un repas en famille sans vouloir forcément convaincre. Donc là-dessus, c'est à vous de choisir. Si on fait tous comme toi, ça va détruire des emplois. Alors ça c'est un argument qui est souvent repris d'ailleurs par les politiques, et c'est l'argument numéro 1 qui est sorti d'ailleurs dans les lobbying, hein, souvent dans les lobbying, dans les ministères, à la télévision, et aussi par des personnes, hein, qui vont relayer ces informations-là. Il faut être clair, il y a souvent du chantage à l'emploi qui est fait par rapport à l'évolution pour aller vers du réutilisable ou autre. Il faut savoir que de réparer, de réutiliser, de développer une économie autour de l'économie circulaire, mais crée beaucoup, beaucoup d'emplois déjà. Mais en plus, c'est des emplois de meilleure qualité et plus rémunérateurs. En gros, vaut mieux avoir un emploi de réparation, par exemple, de smartphone, plutôt que de travailler dans un incinérateur. Vaut mieux réparer des chaussures ou des objets électriques que de travailler dans une décharge. Non seulement c'est des emplois plus qualitatifs, mais aussi où on se fait plus plaisir, donc il y a plus de travaux manuels. Je peux vous dire, moi j'ai travaillé quelques mois dans un incinérateur dans la maintenance. C'est vraiment pas des métiers faciles. Donc répondez vraiment sur le fait que c'est pas vrai, ça détruit de l'emploi. Il y a énormément, d'ailleurs vous pouvez le constater, il y a énormément d'initiatives qui sont créatrices d'emplois et qui sont sur la réutilisation, le recyclage et même la réduction des déchets. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, hein, qui entreprennent des choses. Donc vraiment, soyez sûrs là-dessus. C'est plutôt créateur d'emplois, et c'est souvent des emplois non délocalisables et des emplois locaux. Donc les vendeurs d'occasion, les loueurs, les réparateurs professionnels, tous les métiers de la logistique autour du réemploi, par exemple sur la consigne, etc. C'est des choses qui, au contraire, développent l'économie et développent l'emploi, mais de manière plus locale, de manière plus écologique. Donc là-dessus, vous pouvez y aller, vous pouvez contester cet argument. Enfin, est-ce que c'est une lubie des bobos écolos? Je pense qu'on est en train de sortir un peu de ce débat-là. C'est vrai que c'est un débat qui pouvait se tenir il y a 10 ans, parce que c'était vraiment une pratique où c'était vraiment une petite partie de la population donc on pouvait ranger dans une case une petite partie. Maintenant, pour aller dans certains quartiers très populaires, etc., c'est plus vrai. Tout le monde se préoccupe de l'avenir de la planète, et c'est pas une histoire, on va dire, de sociologie. C'est pas une histoire de oui, mais toi, tu habites à tel endroit, tu es un urbain, etc., etc. Ça émerge dans toutes les strates de la société, à différents rythmes. On ne l'exprime pas forcément de la même manière, mais clairement, même quelqu'un qui a très peu d'argent, etc., le constat qu'on fait, c'est qu'ils sont quand même préoccupés par l'avenir. Évidemment que ça va s'ajouter à leurs préoccupations de la vie quotidienne, on ne dit pas le contraire. Donc moi, vous pouvez répondre là-dessus, quoi.
de dire que c'est aussi un retour du bon sens, d'améliorer notre façon de consommer. C'est aussi une manière de répondre à cette chose-là, de dire bah non, c'est pas une lubie bobo et écolo, c'est juste qu'on a envie de retrouver un peu de bon sens dans notre façon de consommer et qu'on a envie aussi peut-être de consommer de meilleure qualité. Donc, c'est pas une mode, hein, c'est tout simplement le fait qu'il faut préparer l'avenir et que de ce point de vue-là, on doit tous s'y mettre. Donc, vous pouvez être inclusif, en fait, non seulement en contestant le côté bobo écolo, mais de tendre une perche en disant, bah voilà, il faut le faire ensemble. Alors, donc questions-réponses, on a, je descends, je cherche la question. Alors, il y a Normalement, dans Elisabeth qui a posé ouvrir, ouais, ouverte. dans Ah, ouverte. Quelles ouais. sont les démarches écologiques qui ont des résultats positifs les plus rapides? Alors là, vous me posez un peu une colle parce que une démarche écologique, c'est extrêmement large. Ça va de manger un peu plus végétal, en mangeant plus local, en consommant plus local, en consommant d'autres matériaux, etc., etc. J'ai envie de dire, il faut identifier, en fait, essayer d'identifier chez vous, dans votre quotidien, votre manière de consommer et de vous dire quels sont les premiers gestes que vous pouvez faire qui peuvent, on va dire, être positifs. Je vais quand même vous donner une ou deux pistes. Il y a notamment le compostage qui, clairement, peut être une manière hyper rapide de réduire fortement votre impact parce que c'est quand même 30 à 50 % du poids de votre poubelle, que vous pouvez éviter d'envoyer en incinération. Alors après, ça ouvre tout le débat sur l'accès à des composts, etc. Mais globalement, ceux qui peuvent avoir accès à des composts ou alors à des lombricomposts, allez-y. Peut-être, c'est vrai, le premier truc à mettre en place dès que vous pouvez. Après, il y a la question des emballages, etc. Mais clairement, nous, c'est ce qu'on dit, quoi. On dit souvent que c'est une manière, c'est pas la seule des manières de réduire drastiquement son impact environnemental, mais clairement, c'est une des manières. J'aimerais avoir des exemples d'actions, mesures au niveau d'industriels ou autres qui ont donné des résultats rapidement. Alors clairement, moi je vais aller sur un sujet que je connais bien, c'est la mise en place du réemploi pour certaines entreprises. Et on peut prendre l'exemple, par exemple, de la brasserie Bendorf qui va, par exemple, basculer à de la consigne prochainement. Bah là, c'est une manière très très forte de réduire en fait l'impact de l'industriel là-dessus, quoi. Après, j'ai envie de dire, sur les industriels, faut pas rêver. Souvent, il faut changer d'outil ou il faut travailler d'arrache-pied pour changer les pratiques. Ceci dit, et c'est une manière un peu de conclure cette séquence, c'est vous, consommateurs, qui allez largement influencer, les industriels sur leur changement d'outils, sur leur changement de pratiques et on constate que, par exemple, il y a de nombreux industriels qui commencent à utiliser du papier carton en emballage plutôt que du plastique, d'autres qui basculent à la consigne, donc au réemploi plutôt que jetable et ils le font pas forcément parce qu'ils croient que ça va améliorer leur pratique, mais tout simplement parce que les citoyens leur demandent. Les citoyens leur demandent, vous savez, ils font des études marketing à tout va et ils voient bien qu'il y a des choses qui se passent, il y a des changements de comportement chez les consommateurs. Il y a aussi des cadres réglementaires qui évoluent, qui sont de plus en plus restrictifs, mais c'est surtout le changement du consommateur qui va orienter les choix des industriels. Donc vraiment, poussez là-dessus. N'hésitez pas même à interpeller sur les réseaux, etc., pour que ça les encourage encore plus à changer leurs pratiques. Il y a des très gros composteurs de 125 litres qu'on pourrait mettre à la sortie des vides ordures. Alors, je préfère pas m'engager dans ce débat-là, parce que c'est très, 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 large. Mais évidemment qu'il y a la question, je vais quand même faire une ouverture là-dessus. Sachez que normalement à Strasbourg, dans ce mandat-là, si les politiques font leur travail, ils mettront en place la mise en place des biodéchets. Donc chacun pourra mettre en compostage l'ensemble de ses ordures. Donc on verra, mais en tout cas, voilà, normalement, voilà. On va passer maintenant à une conclusion. Alors, que dire pour la conclusion? Dire que, alors il faut que je passe la main à Emeline.
Donc, Emeline, je te laisse la parole. Oui, merci Simon. Ah, c'est bon. Je laisse mon ordi passer la slide. Ça va être une conclusion très rapide, hein. Là, vous pouvez voir sur la slide nos principales sources, enfin les principales sources sur lesquelles on s'est appuyé durant toute la présentation. Déjà, merci pour votre attention. Merci d'être resté avec nous durant cette petite heure et demie. Je pense qu'on est dans les temps. Ouais, super. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous avez appris des choses, qu'on a répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire là tout de suite. Si on a le temps d'y répondre, moi je ne peux pas les voir, mais les autres personnes de la conférence pourront répondre. Et sinon, vous pouvez les mettre en commentaire dans l'événement Facebook où on essaiera d'y répondre au plus vite. Pour ceux qui se sont inscrits, c'est notre petit cadeau de Noël à nous. Du coup, on va vous envoyer le PowerPoint, la vidéo du tuto Furoshiki, donc le pliage, l'emballage cadeau en tissu, plusieurs liens internet qu'on a évoqués tout au long de la conférence pour approfondir un petit peu la question d'un Noël zéro déchet. Et puis, pour finir, on vous lance un petit défi pour savoir, vous, comment votre Noël va être presque zéro déchet. Vous pouvez nous envoyer en story sur Facebook ou sur notre compte Instagram vos sapins zéro déchet, votre décoration zéro déchet, vos emballages cadeaux, etc. Et puis, de temps en temps, on repostera les photos que vous nous aurez envoyées. Voilà. Hop. Alors, est-ce qu'on a quelques questions? Non, je crois que c'était bon. En tout cas, tout était passé en termes de questions. On a Très bien. répondu a priori à... Et effectivement, merci aussi à la ville de Schiltigheim pour nous avoir aussi soutenus pour l'élaboration de cette conférence. Et puis, merci à toutes et tous d'avoir participé et on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année.